Plutôt Platon sur Pluton, ou plutôt Pluton le chien sur un plateau? Bah, le son Rousseau sur ruisseau, souhaite son risotto, sans réseau, mi-caniveau, mi-chorizo. Peut-on être juste dans une société injuste? La justice peut être considérée comme l'ensemble des lois, ou la norme du droit. Mais la justice peut également se traduire par une vertu individuelle. C'est-à-dire le souhait d'agir pour le bien commun et non pour son intérêt personnel. Mais alors, quelle justice pouvons-nous espérer en société? J'annonce le plan! Nous verrons donc dans une première partie si la peine de mort est efficace ou non, avant de voir par la suite la justice telle qu'elle. Nous allons étudier les auteurs suivants. Aristote, Jean-Claude Poutier, Passeron, Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Louis Blanc, Karl Marx, Tranquille, hein. Ok. Tranquille. Anatole France, et parmi les plus importants, Platon, Rousseau, et nous terminons par d'autres personnages importants concernant la désobéissance civile, Hannah Arendt et Henry Thoreau. La peine de muerte! Ah, je suis serré comme une poule dans cette merde. Vous voulez mourir? Eh, vous aussi, vous voulez mourir? Parce que moi, ouais. Ok, la peine de mort, c'est cool ou pas? Ouais, alors pourquoi la peine de mort? Ouais, tiens, je te demande ça. Ah bah, je vais te le dire, tiens, tu vas voir, t'es prêt? Eh ben, c'est pour éviter la récidive de 1. De 2 pour des raisons économiques. De 3 pour des fonctions dissuadives. Et de 4 pour qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent, ce bâtard. Et juste, on se calme, y a vraiment pas de souci. Hein. Mais ta gueule. On est sur un plateau, c'est... Wouh! Ok, bon, pour Montesquieu, tu connais Michel Montesquieu, bon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en gros, si on fait des peines cruelles, eh ben l'esprit va s'habituer parce que l'imagination, elle peut s'y habituer, t'as compris? Et si l'esprit s'habitue, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben ça rend les peines horribles et après la société, elle devient cruelle. Donc faire des peines plus cruelles, eh ben ça revient à faire une justice de merde qui est pas juste. Et en plus... Et mec, tranquille. T'es trop dans la lutte, tranquille. Respire cet air frais, mec. J'ai pas besoin de ça, moi. Thomas More, lui, il est cool. Dans Utopia, un super livre, il dit que les crimes, ils ont des causes sociales et que si on supprime pas ces causes sociales, même les crimes les plus cruels ne seront pas dissuasifs. Pas les crimes, mais les peines. Les quoi, Michel? Les peines. C'est pas grave, c'est qu'une faute. Non, mais je suis nul. Et le deuxième argument de Thomas More, c'est que le fait de punir les voleurs de peine de mort, ça les encourage à devenir des assassins. Bah ouais. Parce que forcément, s'ils tuent leurs victimes, ils ont moins de chances d'être dénoncés, c'est logique. Ouais. Donc selon Thomas More et Montesquieu, l'aspect dissuasif de la peine de mort, c'est pas ça. Et le chant des sirènes. Quoi? Un autre philosophe anglais, Hobbes, il dit dans une œuvre qu'il a appelée Léviathan, que l'état naturel de l'humain, c'est la guerre de tous contre tous. Et ça, c'est pas cool. Je t'explique en deux spies. L'état, en gros, c'est la tête d'un corps dont les membres, c'est les citoyens. Selon lui, simplement, le citoyen, il confie la violence à l'État. Les peines, elles sont donc pas appliquées par l'individu, mais par l'État. Du fait que c'est la violence qui est imposée par l'État et non pas par le citoyen, la société devient un lieu où l'être humain peut devenir un dieu pour l'être humain lui-même. Voilà, ça c'était pour Hobbes. Hein. Je termine juste pour la peine de mort avec Michel Foucault. Michel? Alors selon Michel Foucault, il dit qu'au XVIIIe siècle, on observe en fait la disparition d'un système où l'État il laisse vivre et il fait mourir. Il y a désormais l'apparition d'un nouveau mode où il fait vivre et laisse mourir. On voit donc naître ce qu'il appelle la biopolitique. C'est donc un état où l'État lui-même, et c'est pas un jeu de mots, applique beaucoup moins la peine de mort. L'État est donc beaucoup moins cruel, il pratique moins les peines, et il s'occupe de la santé et de l'hygiène de ses citoyens. J'y vais les gars, j'ai fini pour la peine de mort. Pour Rousseau, toute société est fondée sur un contrat social. C'est ce qui fait que l'être humain sort de l'état de nature pour aller dans l'état civil. Pour Rousseau,
Les lois expriment la volonté générale. Elles s'appliquent uniformément à tous, elles sont générales. Pour Rousseau, les inégalités naturelles entre les âmes sont négligeables. Dans l'état de nature, les êtres humains sont libres et égaux. Mais qu'est-ce que c'est la volonté générale? La volonté générale, c'est la volonté qui prend pour objet le bien commun. Ça se distingue de la volonté particulière. Tommy, attends, j'arrive pour le La filmer. volonté qui se Tommy, dis- Tommy, attends, je filme pas là. chacun qui réfléchit. Attends-moi. C'est la volonté Arrête. La volonté générale, ce n'est ni la volonté particulière, ni la volonté de tous additionnée. Si être libre, c'est agir selon sa propre volonté, et qu'en société, chaque individu accepte la volonté générale comme sa propre volonté, Tommy, t'arrives juste à regarder par là, je filme là. Tommy, tu peux regarder par ici, s'il te plaît. Allô? alors obéir à la volonté générale, c'est être libre. Je vais vous reconduire. Venez. Venez. Il faut aérer, il faut aérer. Est-ce que vous respectez les mesures de prophylaxie par ici? C'est bon. Filme. Vous êtes sûr? S'il vous plaît, j'aimerais qu'on garde juste nos distances de mètres. Étudier Platon dans son œuvre. Ouais. On va donc parler de Platon, Criton, prosopopée des lois. Il s'agit dans cette œuvre du procès de Socrate. Socrate est donc condamné à mort après son procès. Il attend en prison quand son ami Criton lui propose de s'évader. Il imagine soudain le discours que tiendraient les lois. Tout premièrement, s'il doit le respect à ses parents, il doit le respect aux lois. S'il conteste les lois, il doit le faire selon les voies légales, non pas en désobéissant. Car si Socrate désobéit, il contribue à la destruction même des lois. 1m50 s'il vous plaît, 1m50. Pardon. Virez-moi ça, hein. Bien sûr qu'on respecte les mesures ici. Ah! Grâce à Rousseau et à Platon, on se sera donc posé la question s'il y a opposition entre volonté individuelle et volonté générale. Dès à présent, posons-nous la question. Peut-on désobéir aux lois avec justice? Dites-nous alors ce que c'est que cette définition de la désobéissance civile. C'est désobéir à des lois jugées injustes dans le but de les faire évoluer. Tout l'enjeu de la question, c'est la légalité, la légitimité ou la cornemuse. Allez, on arrête ces conneries. Nous l'aurons vu, des lois injustes créent des contradictions dans la société entre la justice comme institution et la justice comme vertu, c'est-à-dire comme aspiration au bien commun. Et par rapport à cette situation, nous aurons vu deux attitudes possibles. D'un côté, nous pouvons obéir aux lois absolument, à tout prix, avec Rousseau et Platon, et d'un autre côté, nous pouvons désobéir avec la désobéissance civile de Hannah Arendt et Henry Thoreau. Nous noterons aussi que les deux attitudes se font au nom du devoir. Le devoir étant les principes dictés par notre raison. Quoi qu'il en soit, la justice, c'est terminé pour aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, c'était vachement long pour vous et nous, vous en faites pas. Moi, je suis en danger de mort, bien sûr. Et juste une seconde. Et alors, vous en pensez quoi de cette fiche ?